Oui. Bonjour, merci d'être ici. Je sais pas, il y a peut-être encore des gens qui vont arriver. Là, je ne sais pas si la keynote est terminée. On les accueillera volontiers si nécessaire. Euh, Cette diapo n'est pas tellement simple en fait. Un petit peu, ça va. J'espère que votre regard s'est porté sur le titre quand vous l'avez regardé. Mais il y a pas mal de bruit autour. Euh, on va parler de ça en fait, de la simplicité dans le design, dans la conception de logiciels en fait, qui est un sujet très important à mon avis et qu'on néglige souvent. Qui est, on est, c'est rare que je vois la simplicité comme un critère important dans un projet ou dans les critères d'acceptation d'un projet. Je ne sais pas si les clients demandent la simplicité, peut-être pas très souvent, et c'est peut-être à nous d'éduquer nos clients, nos collaborateurs et nos équipes à ce sujet. Mon nom est Bertrand de la Créta, je viens de la Suisse romande, j'habite au bord du lac de Neuchâtel, je travaille pour Adobe à Bâle, on a un bureau à Bâle, on est à peu près 200 personnes je pense maintenant à Bâle. On travaille sur les produits particulièrement autour de Adobe Experience Manager, qui est la gestion de contenu à grande échelle en fait. Moi ça fait depuis toujours que je fais de la gestion de contenu, j'en parlerai d'ailleurs dans un des exemples ici. Et puis je suis aussi actif dans la fondation Apache, Apache Software Foundation, pour les logiciels libres, donc au comité de direction depuis pas mal de temps. Très content d'être ici, c'est ma première fois à DevFest. J'aime bien cette taille de conférence et ça a l'air assez local et assez concret. C'est très bien. Ma présentation sera en trois parties. Tout d'abord, la simplicité dans le sens de la beauté. Il y a une certaine beauté, à mon avis, dans les choses simples et je vais essayer de vous transmettre ce concept, si on veut dire. J'aurai une série d'exemples. Donc, dont certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés quand j'ai participé à ces projets, certains d'entre eux, mais enfin, les problèmes n'ont pas vraiment changé. Les choses compliquées n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, de mon temps, si on veut dire, mais la problématique n'a pas vraiment changé. On est parfois attiré par les solutions trop compliquées et on passe à côté de la simplicité. J'essaierai de vous donner des exemples concrets. Et puis, troisième partie, ben, comment faire? Comment est-ce que concrètement vous pouvez, si vous adhérez, je vais essayer de vous convaincre, si vous adhérez à cette idée, comment est-ce qu'on peut arriver à cette simplicité dans nos projets? Commençons avec la beauté de la simplicité, avec un exemple que vous avez certainement déjà vu beaucoup de fois, les Lego. Et même dans les Lego, il y a comment dire, deux styles. Moi, avec mes enfants, petits-enfants, j'ai toujours aimé les briques de base, ce qu'on voit ici. Donc un grand sac avec le plus grand possible, avec beaucoup de briques très simples, complètement adaptables, un système vraiment de composants, une brique de base, et puis on peut inventer ce qu'on veut. On peut faire, ouais, inventer vraiment ce qu'on peut faire avec. Ces temps, je fais des grands bateaux, des avions avec notre petit-fils. Ça ressemble pas forcément à un avion quand on regarde. Si on ne sait pas que c'était fait pour être un avion, ok, c'est un truc en Lego. Mais j'aime bien la créativité aussi que ça ouvre, de ne pas être limité. L'autre style, c'est la boîte Lego qui est toute pré-mâchée. Vous avez la station-service avec les petites pompes tout à fait spéciales, des pièces plus compliquées et qui finalement brident votre créativité. Donc pour que vous compreniez un peu mon style, d'où je viens, pour moi les Lego, c'est vraiment ma préférence va très clairement aux briques en vrac qu'on adapte pour faire son jeu. Bienvenue, voilà, on a un petit problème de timing avec la keynote, donc aucun problème, installez-vous tranquillement. Je pense on a assez de temps, je crois que mon sujet rentre facilement dans les 40 minutes qui nous sont allouées. On va vous laisser entrer tranquillement, venez. C'est bien ça comme orateur. C'est une salle déjà raisonnablement remplie et il y a plein de gens qui arrivent encore. Vous êtes extrêmement bienvenus. Merci.
Allez-y tranquillement, on est en famille, on va trouver une bonne place pour chacun et chacune. On va faire comme au cinéma, on va venir au bout des rangs. Poussez-vous pour laisser la place pour ceux qui arrivent. On va y arriver. Bonjour. Venez, venez. On a un petit problème de timing. Ça a l'air de se calmer. OK. Très bien. Merci beaucoup d'être là. Bon, je remets juste la première slide du coup, comme plusieurs l'ont loupé. Mon nom est Bertrand Delacreta, je viens de la Suisse romande, je travaille pour Adobe à Bâle et je suis actif aussi dans la fondation Apache, Apache Software Foundation au comité de direction. On a un meeting ce soir d'ailleurs, à 22 heures, c'est plus tôt que d'habitude, d'habitude c'est à 23 heures. Voilà, et je parlais de la beauté, de la simplicité avec l'exemple bien connu des Lego. Et je disais que pour moi, les Lego, la manière dont je les utilise avec ma descendance, si on veut dire, c'est les Lego de base. C'est le sac de briques rempli de briques en vrac et qu'on assemble. Et il y a une grande simplicité dans ce jeu parce que c'est complètement ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Deuxième exemple, bon, je suis suisse, voilà. Le couteau suisse, et on en parlait hier soir au dîner des speakers, et il y avait des avis divergents, parce que certains ont eu les couteaux suisses avec 87 outils et lames, qui ont complètement perdu le côté de la simplicité. Ça, c'est vraiment le couteau suisse de base ici. Et la question qui va revenir plusieurs fois, que je vais proposer d'utiliser comme guide dans nos projets, est-ce qu'on peut enlever quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas utile? Voilà, si vous buvez pas de vin ou du vin en capsule, ou des cubis, le tire-bouchon, on pourrait l'enlever. La grande lame, elle est très utile. La petite lame, des fois, quand il faut aller dans un endroit un peu plus restreint, c'est bien. Les deux tournevis et décapsuleurs ouvre-boîtes. Si vous êtes en survie, il faut ouvrir des boîtes. Voilà. C'est un outil qui est beau. Bon, enfin, j'aime bien la mécanique, j'aime bien la belle mécanique, donc je trouve que c'est un bel outil. Qui peut être simple, mais il y a aussi eu des dérives vraiment importantes dans les couteaux suisses avec des trucs complètement aberrants, avec beaucoup trop d'outils. Mais voilà, je pense que c'est un bon exemple de simplicité et de la beauté justement qu'on peut voir dans la simplicité. Est-ce qu'il y a des casouistes dans la salle? Non, c'est moi qui vais devoir faire la démo. Je vais couper mon micro pour pas démolir le système. Je sais pas si... Hein? Il tient dans la poche, il tient dans la poche. C'est un instrument, c'est un des instruments les plus simples en fait. Et tout le monde sait en jouer parce qu'il suffit de fredonner dedans. Souvent on le donne à quelqu'un, ils essayent de souffler, ça donne rien. Voilà. C'est J'aime bien la simplicité. Je me suis passionné pour cet instrument dernièrement. Je peux vous raconter l'histoire après autour d'un café si ça vous intéresse ou pas. Mais en fait, c'est un instrument extrêmement simple. Celui-là est un peu différent. Ici, on voit le modèle un peu standard. Ça, c'est un peu plus évolué, mais c'est une pièce en bois avec des trous et des membranes qui ne doivent pas être tendues, papier à cigarette, quelque chose comme ça. Une simplicité extrême. C'est efficace. Ah bon, on avait bien entendu son micro, ça marche. Après, on aime ou on n'aime pas, ça peut être un son un peu énervant, mais on peut essayer de le faire un peu moins énervant. Voilà, un autre exemple d'un instrument qui a une certaine beauté, je trouve, dans sa simplicité. On peut en fabriquer aussi en impression 3D, c'est pas très compliqué. On peut bien s'amuser avec pas grand-chose, encore une fois. Aussi un peu dans le sens de ce qu'on disait pour les Lego. Vous avez peut-être entendu cette histoire, bon, elle est en anglais ici, l'article est intéressant d'ailleurs, Scientific American. Vous avez peut-être entendu cette histoire que la NASA a développé des millions pour mettre au point un stylo qui peut écrire dans l'espace. Et l'histoire dit les Russes ont pris un crayon. Et c'est pas si simple que ça. J'ai bien aimé cette histoire. Moi, voilà, quelqu'un qui est attaché à la simplicité, au côté un peu roots, ça m'a bien plu quand j'ai entendu l'histoire. Et en creusant un petit peu, c'est plus compliqué que ça.
Et le point que j'aimerais faire ici, c'est que simple ne veut pas dire simpliste. L'histoire là, elle est un peu simpliste. Bien sûr, on prend un crayon dans l'espace, c'est bon, ça marche. Pas tout à fait. Un crayon, c'est inflammable. Dans une station spatiale, vous n'aimez pas avoir trop de trucs inflammables. La mine de graphite du crayon, elle fait des petites particules qui se baladent. Hein. En apesanteur, dans vos appareils, ça ne va pas être terrible non plus. Donc l'histoire est plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Au premier abord, c'est bon, allez, on prend un crayon. C'est simple, on y va. Donc on doit être prudent quand même. Vous avez ici un aficionado de la simplicité, si on veut dire. Il ne faut peut-être pas trop m'écouter non plus. Il faut voir quelle est la simplicité qui va bien pour ce qu'on est en train de faire et pas vouloir non plus faire du simpliste. Voilà, donc un peu pour ma vision de la simplicité. Donc des outils pas compliqués qui nous donnent beaucoup de possibilités et se poser toujours la question, est-ce que je peux enlever quelque chose? J'ai fait mon projet, j'ai fait mon produit. Est-ce qu'il y a des pièces qui ne servent à rien? Si vous faites de la mécanique, vous connaissez aussi toujours l'histoire. On démonte le moteur, on le remonte. Il y a quelques pièces qui restent et ça marche quand même. C'est un peu ça en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des composants, des pièces inutiles dans notre système? Deuxième partie, donc quelques exemples concrets. Donc ça fait longtemps que je fais de l'informatique. J'ai commencé en 83. Mon premier projet sérieux, c'était mon travail de diplôme. C'était une interface MIDI pour les accordéons, où l'interface MIDI n'était pas encore standardisée à l'époque. Donc c'est un truc qui permet de relier à des synthés, de parler ensemble. C'était déjà un peu de programmation, c'était du microcontrôleur. Puis après, je me suis orienté plus purement dans l'informatique à partir du début des années 90, je dirais. Premier exemple, acquisition continue de données météo. J'avais travaillé pour une société suisse qui s'appelle Boschung. Je sais pas, ils font des chasse-neige aussi, peut-être vous voyez, je ne sais pas si leurs produits sont diffusés ici. Et on faisait des systèmes de stations météo pour le traitement hivernal des routes, en fait, pour savoir quand est-ce qu'il faut aller saler sur la route, pas ça risque de geler et tout ça à une échelle territoriale. Donc au début des années 90, on installait des systèmes par exemple dans toute la Bavière en Allemagne, avec des communications avec des bandes passantes très réduites, c'était des paires de cuivre le long des autoroutes, donc un système qui devait être assez simple justement pour que ça fonctionne. En même temps, on n'avait pas énormément de données. Une station météo, elle nous donnait des données toutes les 2 minutes, et puis peut-être une ligne, quoi, 80 à une centaine de caractères, ça suffisait. Mais ça vient tout le temps. Vous avez des centaines de stations qui envoient les données toutes les 2 minutes, toute l'année. Il faut les garder parce qu'on veut faire des statistiques. Il y a un côté de sécurité, donc c'est quelque chose d'important. Donc finalement, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Un système d'acquisition de données continue pour des centaines de données météo qu'on veut stocker dans un stockage. Intuitivement, on dirait une base de données. Et puis faire des requêtes qui ne sont pas compliquées du tout. Je veux retrouver les données de cette zone entre lundi 10h12 et mardi 23h14 parce qu'il s'est passé quelque chose et je veux retrouver ça. Donc une requête finalement très simple. Sélectionne une série de stations, une plage temporelle et c'est bon. Donc des requêtes pas très compliquées. Et puis on avait le problème à l'époque que les clients ne payaient pas pour les ordinateurs, les systèmes qui affichaient les stations. C'était vendu dans le cadre d'un projet global. Donc plus on pouvait économiser sur les licences des logiciels qu'on utilisait, tout ça, c'était intéressant. Et puis je vous parle de ça donc au début des années 90. Aujourd'hui on dirait on prend un MySQL ou quelque chose comme ça, on n'avait pas. Donc c'était souvent des librairies qu'il fallait payer. Donc on a cherché un bon moment. En fait, on a passé du temps à dire mais quelle est la solution qui est suffisante, mais qui est simple, qui ne nous coûte pas trop cher. Et ça, je ne me rappelle plus toute l'histoire, tout le détail, mais j'imagine qu'on n'y est pas arrivé du premier coup. On a probablement essayé, peut-être on a essayé d'abord avec une grande base de données, juste pour faire une preuve de concept. Puis après on s'est dit mais les requêtes SQL, on n'en a pas besoin vraiment, c'est plus simple que ça. Et on a continué à nos itérations jusqu'à arriver à finalement un système qui est justement très simple, où on a simplement stocké les données comme des fichiers dans une structure de dossier hiérarchique, chronologique. Donc un dossier 2021, 2022, 2023. Dans chaque dossier d'année, il y a 12 dossiers pour les mois. Dans les dossiers des mois, il y a 31 dossiers pour les jours, en simplifiant. Et puis après, dans les dossiers pour les jours, il y a des dossiers pour les heures. Et là-dedans, il y a un fichier qui représente 15, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes de données. Très simple à implémenter. On reçoit une donnée, on calcule le nom du fichier d'après le timestamp,
on append, on dit appendre en français, c'est suisse ça peut-être, on rajoute les données à la fin du fichier, et puis voilà. Puis pour les requêtes, ben, même chose, on construit un chemin, on trouve le fichier, il n'est pas très grand, on peut faire une recherche très, très banale dedans, et ça fonctionne. Donc voilà, quand je vous présente ça, j'espère que vous dites, ah bah ouais, c'est évident, voilà, j'ai compris, pas besoin de vous faire une explication compliquée. C'est le bon signe qu'on a atteint une certaine simplicité, que c'est facile à expliquer. Quand Twitter était bien, ça c'est fini, mais quand Twitter était bien, on disait, mais l'explication tient dans un tweet. Hein, en 160 caractères, j'arrive à vous expliquer ce machin. C'est un assez bon signe. J'ai pris un peu plus de caractères ici, mais c'est environ ça quand même. Donc voilà, un exemple d'une solution simple où bêtement on aurait pu dire, ou le client aurait pu dire, non, on veut une base de données ici, cool, parce que c'est le standard de notre entreprise, tout doit être sur SQL, etc. Et puis on arrive à une usine à gaz qui ne sert à rien. Donc là, on a eu la chance d'avoir des contraintes. Et ça, c'est intéressant aussi. Si vous travaillez dans des startups, j'ai eu des collègues qui ont travaillé dans des startups où il y a trop d'argent. On vous dit, mais il faut faire ce machin, mais le budget, c'est 12 millions. Ah, ok, bon, alors 12 millions, qu'est-ce qu'on va faire? Des bases de données en cluster et tout ça, réparties sur la planète. Ça ne sert à rien. Donc, il faut faire attention aussi. Petit avertissement, si vous travaillez dans une startup qui a trop d'argent, soyez prudent. Et les contraintes, il y a une beauté aussi voilà, de travailler avec certaines contraintes. Second projet où j'ai participé un peu plus tard, mais ça fait longtemps quand même, c'était en 98. Un système d'enregistrement audio numérique continu aussi, il y a des parallèles. Le but, c'était pour les chambres fédérales suisses, donc le Parlement fédéral, enregistrer toutes les discussions des chambres et ensuite pouvoir les transcrire et les mettre sur le web. Donc on avait besoin d'un système d'enregistrement audio continu pendant 3 semaines, parce que sinon on oublie de le remettre en marche. Donc on a dit on va enregistrer les 3 semaines, jour et nuit. Et puis on voulait que le design, la conception du système fasse qu'il soit impossible de perdre plus de 15 secondes d'audio. Parce que c'est important, ça a une valeur légale et tout ça, donc il ne faut pas... on s'est dit, mais du moment qu'on a des disques redondants, etc., le design du système doit faire que c'est impossible de perdre plus que 15 secondes d'audio. Et puis à l'époque, le Parlement fédéral suisse, on était un client premium machin chez Microsoft par exemple. Microsoft avait un produit qui s'appelait Media Server, ou je ne sais plus à l'époque, un produit justement d'enregistrement audio numérique. Et on leur a posé la question, on dit, mais nous, on veut que ce soit impossible de perdre plus que 15 secondes. Vous faites ça? Réponse un peu vague, comme on a souvent. Ouais, non, dans certains cas, peut-être vous avez un fichier d'1 heure et si ça se passe mal, vous risquez de le perdre. Ça ne va pas. Et c'était des systèmes assez chers, assez compliqués. L'autre, c'était Real Audio à l'époque. Real Audio avait aussi un serveur d'enregistrement. Mais on n'était pas complètement satisfait. On a passé du temps, encore une fois, on a passé du temps à chercher une solution qui ne soit pas une usine à gaz et qui soit suffisante. Et puis moi, en ayant travaillé dans mon truc de station météo, j'ai dit, il y a pas mal de parallèles finalement. C'est des données qui arrivent en continu, on veut les enregistrer, on veut faire une requête assez simple. Je veux rejouer l'audio à partir de mardi 10h14, parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'une certaine intervention a commencé, etc. Donc beaucoup de parallèles avec ça. Et puis finalement, après plein d'explorations, on a trouvé ce concept, je l'ai volontairement fait avec un dessin un peu mal fait. En fait, là, on avait déjà à l'époque la téléphonie sur IP. C'était Windows à l'époque qu'on avait là au Parlement. Sur les systèmes Windows, vous aviez des composants médias. Vous pouviez mettre un micro-casque ou une entrée audio et transmettre l'audio à un autre système qui, lui, allait le rejouer comme un téléphone, en fait. Et ces données passent par des paquets RTP, un standard sur IP, pour des paquets qui contiennent des bouts d'audio. Pas compliqué, tiens, on va enregistrer ces paquets. Vous avez un système de téléphonie, vous enregistrez les paquets au milieu en écoutant sur le réseau, et puis après vous les rejouez. Il y a quelques astuces quand vous rejouez, il faut adapter les timestamps pour que le récepteur croie que ça vient maintenant alors que l'audio avait été enregistré 2 semaines avant, mais ça marche. Prototype fait en une journée, et puis de manière intéressante, on a utilisé un même principe de structure de stockage, des fichiers chronologiques dans des dossiers, avec un fichier, je crois, pour 15 secondes, donc on ne peut pas perdre plus que 15 secondes. Après 15 secondes, on a fermé le fichier, il est là, on a des disques redondants, donc on ne va pas le perdre. On a réussi à atteindre les objectifs de ce projet, et le code, bon, ça c'est du pseudocode que j'ai mis là, mais franchement, le code,
80 à 100 lignes de code. Ouvrir un socket, écouter, regarder si les ports correspondent à ce qu'on veut enregistrer. Oui, je calcule un timestamp, Japon, mon paquet dans un fichier que je suis en train d'enregistrer. Simple comme bonjour. Ça nous a pris 3 mois pour faire ça. Parce qu'on a fait plein d'explorations avec des gros systèmes trop compliqués qui n'ont pas marché. Et à la fin, vous arrivez et vous montrez au client, voilà, alors j'ai le listing de ce qu'on a fait pendant 3 mois. Ça tient sur une page A4 ou 2. Ça coûte assez cher parce qu'on était 3 ingénieurs pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? On vous facture quoi? Et bon, le client là était compréhensif et on avait la chance que ce soit un client qui avait une vision à long terme. Il voulait que notre système dure longtemps. Donc quand on leur a dit c'est super simple, il n'y a rien qui peut casser. Le code, vous le montrez à quelqu'un, il va le comprendre en 10 minutes et ils ont bien accepté l'idée. Donc ça c'est aussi un concept intéressant quand on fait du simple. Ça donne beaucoup de travail et finalement on arrive à quelque chose de très simple à la fin et un client un peu ignorant pourrait dire mais vous avez passé autant de temps pour faire ça? Oui, parce qu'on a éliminé 7 solutions compliquées, 7 solutions trop lourdes, 7 solutions trop chères pour arriver à ça. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il faut arriver à faire passer, mais qui a énormément de valeur à mon avis. Prochain exemple, c'est le dernier, je crois. Beaucoup plus proche, ça j'ai fait ça il y a 2 semaines. Mon truc actuellement, c'est les web components, donc l'implémentation de systèmes web sur les standards, en essayant d'éliminer les frameworks JavaScript quand on n'en a pas besoin. Et souvent, on n'en a pas besoin, à mon avis. Et je ne suis pas le seul. Donc là, je suis en train de faire un exemple, ça s'appelle Web Platform Zoo. C'est un site, un repository public où je développe ces exemples. Et puis, on fait un système de shopping cart, de panier d'achat, en fait. Et voilà, bon, on regarde ça et puis on se dit comment on va décomposer ça, quels sont les composants dont j'ai besoin pour implémenter ce machin. Si on le fait de manière un peu naïve, typiquement on sort de l'école ou quelqu'un nous a expliqué les composants, ben on va arriver à quelque chose comme ça. J'ai une liste de produits, ça sera un composant. Mon produit, ça sera un composant. Le titre, ça sera un composant. Le slider qui permet de régler les quantités, c'est un composant, etc. J'arrive à une dizaine de composants, très bien, comment dire, décomposés. Je peux montrer ça à mon prof, il va dire oui, c'est bien, bravo, c'est bien d'après la théorie qu'on imagine. Est-ce que c'est la solution la plus simple? Pas du tout. Et surtout, dans ce cas-là, il faut penser que ceci tourne dans un browser sur HTML, CSS. HTML et CSS, c'est puissant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans composants là-dedans, si on veut essayer justement d'atteindre une certaine simplicité. Et finalement, enfin, je suis encore en train de travailler sur cet exemple, mais je suis arrivé actuellement à cette structure-là, avec finalement pour 5 composants. La liste de produits, oui, parce que c'est un truc dynamique, donc je dois aller chercher des produits dans une base de données ou un certain état. Donc là, il y a une certaine dynamique, donc c'est bien d'avoir un composant. Le produit lui-même, c'est juste une template HTML, donc un composant, si on veut dire, qui définit le look de mon produit. Où j'ai besoin encore vraiment d'un composant, il y a une certaine dynamique, c'est le slider, le composant qui permet de régler la quantité de produits, parce qu'il y a certaines interactions que je veux avoir qui soient vraiment justes, avec des raccourcis clavier, etc., pour que ce soit accessible aussi. Donc 3 composants pour la partie vraiment principale de cette page, un composant pour l'état mon panier d'achat, en haut, là, le status, qui lui réagit dynamiquement au changement et qui affiche, donc ça justifie tout à fait un composant. Et puis, justement, encore une fois, ne pas être simpliste. Je pousse assez loin dans l'accessibilité pour cet exemple-là. Je veux vraiment qu'il soit très accessible. Et j'ai un composant qui est invisible et qui est juste pour l'accessibilité. Je mets des textes dans ces composants qui vont être parlés par le système le screen reader, le lecteur d'écran. Donc, encore une fois, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste. Il y a une ou deux petites astuces, une bonne réflexion qui fait que ça fait vraiment le boulot qu'on veut faire et ça le fait très bien, à mon avis. Après, c'est quelque chose qu'on va discuter en équipe. Mais encore un exemple où on cherche la simplicité, on dit mais qu'est-ce qu'on peut éliminer? On élimine tout ce qu'on peut et on se permet quand même de mettre ce qu'il faut. Donc si on a parfois des problèmes complexes à résoudre. Un panier d'achat, on sait faire aujourd'hui, mais un panier d'achat qui marche vraiment bien, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y a quelques années, j'avais une amende parce que j'avais roulé trop vite en France. Le site pour payer les amendes était fantastique. Une interface utilisateur, une simplicité, un confort d'utilisation, c'était un plaisir de payer ces amendes. C'est assez rare dans les systèmes d'administration, mais
il y a une certaine efficacité à faire ça. Parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut enlever sur ce machin? Donc voilà un peu. Donc première phase, c'était ma vision de la simplicité. Deuxième phase, ces exemples très concrets qui j'espère vous parlent. Et puis troisième phase, troisième section de cette présentation, vraiment qui est, je pense, importante pour vous, comment faire. Donc c'est des recommandations, je ne prétends pas avoir la science infuse en termes de simplicité, mais c'est des propositions et à vous de les adapter selon ce qui vous convient. La chose la plus importante, c'est de réaliser l'importance de la simplicité, réaliser ce que ça apporte dans nos projets, au point de vue, c'est surtout intéressant bien sûr quand on a des projets à long terme. Timothée tout à l'heure dans la keynote, eux, ils font des trucs qui sont utilisés pendant 3 heures. Ok, si c'est un peu compliqué et que ça marche pour les 3 heures, peu importe. Après, je pense que l'infrastructure qu'ils font dessous, les composants réutilisables, là, ils se posent peut-être, j'espère, qu'ils se posent ce genre de questions. Donc ça dépend aussi du point de vue de vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais pour moi, la simplicité doit vraiment être un critère important et je vais l'inclure dans mes définitions, definition of done. J'ai trouvé une traduction française après. Parce que pour moi, voilà, c'est un critère qui est tout aussi important que la performance, que la montée en charge et tout ça, quand on a une vision à long terme de ce qu'on est en train de faire. Réaliser, deuxième conseil, réaliser que c'est pas simple. Faire simple, c'est pas simple. Et on va souvent suivre des chemins qui nous mènent nulle part. Et il faut avoir le courage de dire, non, voilà, on a travaillé pendant 3 semaines sur ce module. Après 3 semaines, la conclusion, c'est que c'est trop compliqué, qu'on peut faire plus simple. On va jeter ce code et puis on va se lancer sur quelque chose de plus simple. C'est parfois difficile à faire accepter à votre management, les mots français me manquent, à votre direction ou au client. Le client, quand vous allez dire au client, voilà, ce qu'on a fait pendant 3 semaines, ça vaut rien. C'est trop compliqué et on va se lancer dans un autre chemin pour faire quelque chose de plus simple. Selon les projets, ça peut être difficile à faire accepter, mais encore une fois, si on a une vision à moyen ou long terme, ça vaut vraiment la peine. Donc réalisez que c'est rare que le chemin vers la simplicité soit évident. C'est très souvent remettre sur le métier plusieurs fois son ouvrage, comme on dit, pour y arriver. Et quand on y est, en général, ça se voit. Comme je disais, si vous pouvez expliquer votre truc en 3 minutes à un collègue qui l'a compris, ok, ouais, je vois bien. Le concept, j'ai compris, les dossiers chronologiques, la machin avec des fichiers dedans, c'est très simple et j'ai compris. Et ça, c'est très bon signe. Ne pas abandonner quand on n'y arrive pas, essayez encore. Hein. Le chemin vers la simplicité est souvent tortueux. Et puis, on est aussi souvent dérouté par les modes. Je parlais des frameworks JavaScript si vous faites du web. Aujourd'hui, quand on dit aux gens non, on va pas prendre de framework, c'est pas très populaire comme opinion. Et souvent, les gens ont plein de raisons, un peu théoriques, parfois aussi pratiques, ça dépend du projet, pour dire non, mais on a besoin de ces outils, on a besoin de la couche. Puis vous vous retrouvez finalement avec un système. Je fais aussi un peu de bateau, j'ai un petit voilier, j'habite près d'un lac là. Et en fait, quand vous faites la peinture sur votre bateau, c'est le contraire des logiciels. Plus de couches sur la peinture du bateau, c'est bien. J'ai fait une table pour le cockpit, il y a 7 couches de vernis. Elle est solide. En informatique, dans nos logiciels, c'est le contraire. Chaque couche que vous rajoutez, c'est des coûts, c'est de la complexité, c'est des coûts de maintenance qui peuvent être énormes. Donc voilà, on doit aussi des fois un peu lutter contre une tendance, contre une mode, à dire non, mais ça c'est un problème compliqué. J'ai 1 million d'enregistrements dans ma base de données, c'est beaucoup. Faites des tests avec Postgres avec 100 millions ou 1 milliard, puis vous verrez que ça va très bien. Donc il faut toujours mettre ces choses en perspective et parfois se battre un petit peu contre soit le client, soit la direction qui a un peu perdu le fil de ce qui se passe aujourd'hui dans la technique et de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Après, c'est des choses qu'il faut démontrer. Si vous allez dire au client, non mais Postgres avec 10 millions d'enregistrements, ça marche très bien, faut peut-être lui fournir un article où on fait des mesures, ou alors nous, on fait une preuve de concept où on démontre ça. Donc, les obstacles, c'est notre propre ignorance, qui nous fait qu'on part sur un mauvais chemin. Il y a aussi parfois justement des obstacles avec les clients ou les gens pour qui on fait le projet, qui n'ont pas la même vision ou qui ont de la peine à comprendre pourquoi on veut aller encore plus loin dans la simplicité.
Et puis, comme pour tout, le plus important, c'est de mesurer, d'évaluer où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on en est dans la simplicité de ce qu'on est en train de faire. Et j'aime bien, citation bien connue aussi de Saint-Exupéry, il semble que la perfection soit atteinte quand, non, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Il y a aussi, c'est Blaise Pascal, je crois, qui disait ça, je t'écris cette lettre, elle est un peu longue, parce que j'ai pas eu le temps de la faire plus courte. Mais c'est vraiment ça. Quand vous écrivez un mail ou quand vous écrivez un texte dans un ticket GitHub, euh, ça vaut la peine de faire plusieurs itérations pour simplifier, parce que tous les autres vont gagner du temps. Donc, définir une mesure, définir des critères qui font, critères de satisfaction par rapport à la simplicité. Est-ce que ma solution est assez simple? Est-ce concentrer sur les parties où c'est vraiment important? Si vous faites un système qui a un noyau et puis des plugins, si un plugin est compliqué, peu importe, ça ne va pas polluer tout le système. Mais si votre noyau est compliqué, vous allez avoir des problèmes tout le temps. Donc, réalisez aussi où est-ce que la simplicité fait vraiment une différence. Donc, pour moi, la question, et puis je mettrai ça, voilà, définition d'achèvement. Je ne sais pas comment, je crois qu'en France, vous faites pas mal de jargon aussi. Je pense que vous dites definition of done. J'imagine. Mais quand vous définissez les critères d'acceptation de votre projet, moi, je vous suggère de mettre un critère de simplicité. Est-ce que la solution est suffisamment simple ou est-ce qu'on peut encore la simplifier? Pour arriver à ce que j'appelle cette simplicité splendide et évidente, où on vous montre une solution, ok, ouais, je vois, c'est simple, j'ai compris, ça va pas je ne vais pas être embêté avec cette solution parce qu'elle est suffisamment simple. Voilà, j'arrive donc à la conclusion, il nous restera un peu de temps pour des questions, c'est bien. Euh, En fait, ma conclusion n'est pas compliquée. Euh, pour moi, la simplicité, vous l'avez compris, je l'ai répété, je pense, 200 fois, la simplicité est très importante, elle devrait être au cœur de ce qu'on fait. Elle est difficile, on n'y arrive souvent pas du premier coup, il faut éliminer plein de solutions pour arriver à la solution qui est simple, mais elle est intégrable. On peut vraiment intégrer le concept de simplicité dans tout ce qu'on fait, et je pense que c'est extrêmement important. Bien sûr, ça a un coût, donc ça dépend aussi des contraintes de votre projet et des objectifs de votre projet. Voilà ce qu'il y a à dire. Vous avez des références là. J'ai un blog personnel où je publie des fois aussi sur ces sujets. Et puis n'hésitez pas. Je vais être ici jusque vers 15 heures aujourd'hui. N'hésitez pas à me harponner dans les couloirs si vous avez des questions. Mais pour le moment, il nous reste 7 minutes 03. Si quelqu'un a des questions, je crois qu'on a un micro. Si vous parlez assez fort, je peux répéter les questions pour l'enregistrement. Questions ou commentaires, remarques. On vous écoute. Oui, au fond. Oui, moi j'ai une question. Comment faire pour sortir du biais problème complexe, solution complexe? Voilà, comment sortir du biais de problèmes complexes et solutions complexes? Je voudrais dire d'abord que le problème complexe d'une personne peut être le problème pas compliqué de quelqu'un d'autre. Ce qu'on voit, bien sûr, il y a des problèmes. Si vous faites de la physique nucléaire, c'est compliqué quand même. Mais j'ai un pote qui est physicien nucléaire et je suis sûr qu'il pourrait nous expliquer pas mal de ces concepts de manière simple. Donc, il faut parfois s'opposer à... voilà, je citais l'exemple avec... Si je vous dis j'ai 1 million d'enregistrements dans une base de données, pour une personne qui ne fait pas du tout d'informatique, ils vont dire ouais, 1 million c'est beaucoup. Bien sûr, ça doit être compliqué. Et puis non, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est une plaisanterie. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre la complexité en perspective. Après, la solution complexe, bien sûr que si on a un problème complexe à résoudre, on va avoir un système complexe. Mais le système complexe peut être constitué de composants simples. Je suis un grand fan du style de Unix et Linux. J'ai appris en fait Unix en 86, donc ça fait un moment. Mais si vous travaillez dans un shell de style Unix-Linux, les commandes sont très simples. Ces commandes que j'ai appris en 86, ls, grep, sed, sort, awk, ok, un peu plus compliqué, mais enfin, c'est des petites briques simples et qu'on peut combiner pour faire quelque chose de complexe au final. Donc pour moi, la solution de votre question, c'est de modulariser jusqu'à arriver à des composants qui soient simples, et puis le résultat peut être complexe. Si on prend une société humaine, si on devait se mettre d'accord sur un sujet controversé avec le groupe qui est ici, ça serait compliqué. Mais finalement, on collabore et on y arrive. L'exemple typique aussi, c'est la fourmilière, qui est une structure assez complexe finalement, mais qui est constituée de manière très simple. Pour moi, ce serait la piste pour ça.
D'autres questions ou commentaires? Oui? Bon, c'est peut-être pour aller un peu plus loin que la question qui a été déjà posée. Donc, une des pistes que vous donnez pour accéder à cette simplicité d'architecture, c'est de découper. Ouais. Est-ce que vous avez un framework de questions ou de questionnements à avoir une fois qu'on a apporté une solution pour éventuellement la redécouper, déterminer si elle est suffisamment simple, si on peut Ouais. faire plus simple? Oui. Alors, bon, la programmation par objet est moins à la mode aujourd'hui, mais en fait, on en fait tout le temps. Et c'est Grady Booch, qui est un des papes de la programmation par objet, qui avait, je crois que c'est lui qui avait défini cette règle, que dans un système par objet, une classe doit faire une chose et une seule, elle doit le faire très bien. Et moi, pour moi, j'applique la même chose dans la modularisation d'un système. Euh, un service dans notre système doit faire une chose et une seule, doit le faire très bien. J'aime pas le terme de microservice. Moi, je parle de services fédérés, federated services, euh, parce que tous ces composants ne sont pas forcément micro. Certains services, ils vont faire quelque chose qui est quand même un petit peu compliqué. Si je dois gérer des paiements avec des transactions, c'est pas complètement micro. Mais en même temps, ce composant-là, il a un rôle bien défini. Il gère les enregistrements des paiements et ça s'arrête là et il fait ça très bien. Et pour moi, c'est un critère pour la modularisation de repasser en revue chaque composant. Est-ce qu'il a un scope, un rôle bien défini, qui est clair? Et puis, je pense que ça aide vraiment à découper le système de manière cohérente. Et puis après, certains de ces composants vont être simples tout de suite, soit parce que leur rôle est simple ou parce qu'on les a bien compris. D'autres, ils vont peut-être être un peu compliqués au départ parce qu'on n'a pas encore atteint la simplicité qu'on voudrait atteindre. Mais la forme du système peut être raisonnablement simple si c'est bien modularisé d'après ces critères. D'autres questions? Commentaires? S'il n'y en a pas, ben je crois que c'est l'heure du café, de la pause. Donc, merci beaucoup.